Smart at Work vous est présenté en partenariat avec Manutan. Bonjour à tous, bienvenue dans Smart at Work, votre rendez-vous mensuel autour du concept du bien travailler. Alors ce mois-ci, je vous propose une réflexion autour de la mise en place d'une organisation pérenne du travail pour une entreprise pérenne. Alors c'est vrai qu'on a été pas mal bousculé avec la pandémie en termes d'organisation. Si le télétravail semble se généraliser, il n'est en revanche pas possible dans toutes les fonctions. Donc comment est-ce qu'on fait pour garder une forme d'équité? Comment est-ce qu'on peut manager des équipes à distance? Que devient l'entreprise en tant que corps social quand on a finalement des effectifs qui sont éclatés un peu partout? Concrètement, est-ce qu'une entreprise peut réellement perdurer avec du télétravail? On en parle tout de suite avec mes invités. Et pour commencer cette émission, je suis avec Julien Brézin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général de Great Place to Work France et vice-président d'Entreprise et Progrès. Julien, vous avez un petit peu un poste d'observateur de tout ce qui se passe dans les entreprises. Et je voulais avoir votre sentiment, vous, sur les modèles d'organisation, parce qu'on a entendu un peu tout et son contraire pendant la pandémie. Demain, tout le monde tous en télétravail pour tout le temps. Évidemment, les positions radicales ne sont jamais celles qu'on retient à la fin en général. Donc, comment est-ce que vous voyez se dessiner les choses aujourd'hui ? Non, il est vrai que le monde du travail a été considérablement secoué par le Covid, par la crise Covid. Maintenant, il faut avoir en tête que la crise Covid, selon l'image que nous on en perçoit à travers Great Place to Work ou à travers Entreprise et Progrès, le monde de l'entreprise, le monde du Covid, a plutôt transformé et catalyser les transformations en cours, accélérer les transformations en cours. Le télétravail existait, il a été considérablement élargi et le nombre d'entreprises qui se sont mises au télétravail ou qui ont accepté le télétravail a été considérablement accru. Alors, c'est vrai que cette transformation-là et cette accélération est venue casser finalement l'unité de lieu de travail. Et vous vous souvenez, quand on était en quatrième et qu'on étudiait le bourgeois gentilhomme, on nous apprenait qu'il y avait unité de temps, unité de lieu et unité d'action. Oui, c'est vrai. Et finalement, l'unité de lieu était la dernière qui n'avait pas été bousculée. Et finalement, aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que ces trois éléments-là se sont flexibilisés. Et pour moi, c'est vraiment le message hyper important à retenir dans cette forme d'hybridation du travail dans lequel on rentre aujourd'hui. Comment est-ce qu'on fait pour manager des équipes qui sont à distance et faire en sorte que finalement, tout ça garde quand même une sorte de cohérence ? Il y a vraiment une attente de la part des collaborateurs de conserver une proximité managériale. Et dans nos récentes études, on a vu que le Covid était passé par là et avait légèrement distendu cette dimension-là. Chaque année, au sein de Great Place to Work, on fait une grande étude auprès de 5000 collaborateurs français. Et ce qu'on a vu cette année, c'est qu'effectivement, le nombre de collaborateurs qui avaient eu un échange positif avec leur manager, une nature de feedback, était passé. D'habitude, c'est plutôt un collaborateur sur 4, et là, on était seulement à un collaborateur sur 5. Ce qui est quand même significatif sur des grands ensembles comme celui-là. Donc, le sujet prioritaire, c'est le sujet de la proximité managériale. Proximité managériale qui va remettre en cause ou remettre du baume au cœur pour les managers de proximité. Managers de proximité qui sont un petit peu entre le marteau et l'enclume et qui ont un rôle essentiel parce que ce sont les acteurs du feedback, donc les acteurs de la prononce. Et c'était un échelon qu'on se disait potentiellement qu'on pouvait faire sauter juste avant la pandémie. On était en train de se dire, à quoi servent-ils vraiment ? La révolution technologique, la croyance dans une forme d'omniscience à travers toutes les remontées d'informations qu'on est capable d'avoir, laissait penser, oui, on va faire un peu de lean. Vous savez, c'était le mot un peu à la mode, on va faire un peu de lean, on va nettoyer un peu les structures, et puis on va... Et en fait, le manager de proximité, c'est vraiment l'acteur de la conduite de la transformation, et c'est l'acteur de sens. C'est lui qui vient au quotidien nourrir le sens que les collaborateurs et les collaboratrices ressentent.
Vous parlez de sens, vous parlez de transformation, et il y a une notion qu'on n'a pas encore abordée ensemble, c'est la performance. Est-ce qu'il est encore possible de mesurer la performance de ses collaborateurs, du travail effectué, quand on est comme ça à distance, dans une relation qui peut parfois effectivement se distendre? Alors, la performance des entreprises, on a vu les résultats. Le CAC 40 n'a jamais délivré des résultats aussi extraordinaires que sur 2021. Donc ça veut dire que les collaborateurs... Portés par une croissance et les aides et tout ça aussi, il faut... Faut trier le grain de livret, vous avez raison, mais globalement, quand vous êtes des entreprises du CAC 40, le poids de leur chiffre d'affaires en France est relativement court. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les collaborateurs et les entreprises ont réussi à s'adapter. Cette transformation-là, pour nous, elle vient continuer à nourrir ce que l'on croit, ce que l'on voit chez Great Place to Work, c'est que performance sociale et performance économique sont intimement liées. Toutes les études, quand nous, on a la chance de, par exemple, analyser une entreprise dans le retail, donc avec des dizaines de magasins, on va mettre en corrélation la performance économique, la performance vis-à-vis des consommateurs, la performance RH, mesurée par Great Place to Work. Et on voit une corrélation immédiate. Donc oui, il est toujours possible de continuer à mesurer et à concilier performance économique et performance sociale. Ça demande, on y revient, une proximité managériale essentielle qui doit être construite, selon nous, sur un socle de confiance. C'est véritablement dans la confiance que le manager de proximité, surtout quand le collaborateur ou la collaboratrice est loin, c'est par la confiance qu'il va pouvoir continuer à travailler avec eux. Et vous parliez tout à l'heure en introduction de la notion d'équité, que le collaborateur soit à proximité ou loin, cette confiance, elle reste clé. Merci Julien Brezin, vous restez avec moi, on poursuit cette discussion dans un instant. Et on poursuit cette émission toujours en compagnie de Julien Brezin, directeur général de Great Place to Work France et vice-président d'entreprise et progrès. Anaïs Georgelin, fondatrice et CEO de So Many Ways. Bonjour. Bonjour. Et Antoine Compin, directeur général de Manut en France. Bonjour. Bonjour Aurélie. Antoine, on discutait avec Julien juste auparavant de cette fonction centrale dans la future organisation des entreprises du manager de proximité. Est-ce que c'est un avis que vous partagez ? Alors j'écoutais attentivement ce que disait effectivement Julien tout à l'heure, le manager de proximité ou les managers de proximité. Alors je ne sais pas s'ils sont entre le marteau et l'enclume, mais c'est vrai qu'ils ont une fonction qui est très particulière et qui également se transforme depuis un peu plus de 2 ans maintenant, avec ce besoin d'être à la fois en capacité de communiquer les valeurs de l'entreprise, la culture de l'entreprise et tout ce qui forme les fondations de l'entreprise à l'ensemble de ses équipes, mais aussi le vecteur et la courroie de communication pour faire remonter en fait sous forme de feedback ce qui se passe en fait de la part de toutes les équipes et ce qui est vécu au quotidien. Donc ils ont un rôle qui est capital aujourd'hui et qui l'est encore plus de par le sujet qu'on va être amené à traiter aujourd'hui, qui est cette organisation du temps de travail qui a été modifiée et qui amène aussi les entreprises à se transformer et à voir autrement la façon dont la communication se fait. Alors, c'est marrant qu'on commence finalement par ça, cette fonction centrale du manager de proximité, parce que vous, Anaïs, vous avez fait une étude récemment sur la fonction de manager. Et donc, visiblement, la fonction de manager ne fait plus du tout rêver. Donc, où est-ce qu'on va pouvoir trouver demain les talents qui vont permettre de garantir cette organisation pérenne de l'entreprise ? Oui, c'est ce qu'on observe, qu'il y a dans les organisations cette petite préoccupation de la part des chefs d'entreprise. Il y a de moins en moins de personnes qui veulent devenir manager. Donc il y a un enjeu à réenchanter la fonction. Je ne crois pas que plus personne n'ait envie de devenir manager. Je pense qu'on a un enjeu collectif à redonner du sens à ce métier aussi. Alors, je lisais un article, un papier de Muriel Gézor dans Les Échos qui disait le chantier tentaculaire de l'organisation de l'entreprise rend essentielle la présence de managers, mais pas n'importe lesquels. Des coachs, des mentors, des professionnels capables de favoriser toujours plus de dialogue et d'inclusion, d'ingénieusement rythmer les tâches des équipes à distance, de résoudre les conflits éventuels en appui sur une forte raison d'être, de concilier de la façon la plus judicieuse sens collectif, impact positif et attentes individuelles. Julien Brezin, j'ai envie de leur dire, mais bon courage. C'est pour ça qu'il ne faut pas sacraliser, parce que je pense qu'il faut avoir conscience que chaque manager vient comme il est. Et je crois surtout qu'il faut redonner, et c'est ce que vous disiez qui est essentiel, redonner une envie à des collaborateurs, des collaboratrices, d'endosser cette responsabilité. Ce qui veut dire identifier quelque chose d'un petit peu particulier, qui est une forme de générosité. Parce que là où vous avez parfaitement raison, et je souscris à ce qui était écrit,
c'est que finalement, le vecteur clé qui va permettre le piston dont on parlait tout à l'heure, c'est quelque part un manager qui n'est pas sachant, mais qui a un rôle et qui accepte d'être le responsable finalement de créer les conditions du succès de son équipe et de son entreprise. Et c'est un job qui suppose véritablement un format de générosité. Et je pense que c'est une caractéristique que dans les évaluations des collaborateurs et des collaboratrices, il va falloir commencer à rechercher. Antoine, comment est-ce qu'on joue ce rôle de rouage, en fait? Si je comprends bien, c'est un peu ça, c'est le rôle de rouage, d'engrenage, sans tomber dans le flicage quand on a une équipe qui est à distance, qui peut être quand même la grande tentation. Est-ce qu'on dit la confiance, il faut la confiance, effectivement, mais est-ce que la confiance, ça se décrète ou est-ce que ça se gagne? Comment est-ce que vous voyez les choses? Alors, chez Manutan, donc nous, on est une ETI française, on a 2200 collaborateurs partout en Europe, et donc on a des managers. On les trouve chez nous, au sein de notre entreprise, et on favorise d'ailleurs, en fait, l'évolution de nos collaborateurs, et ça peut, c'est pas unique, mais ça peut passer par des fonctions managériales. En revanche, on va attacher une très grande importance aux collaborateurs que l'on connaît, que l'on a vu travailler et s'épanouir au sein de l'entreprise, à leur capacité à apporter et à faire véhiculer la culture de l'entreprise. Donc, dans la culture d'entreprise, on a par exemple, nous aimons les relations humaines et la bienveillance. C'est quelque chose qui est fondateur pour un rôle de manager. Donc, dans les formations d'une personne qui devient manager de l'entreprise, donc nous avons une formation spécifique au manager, on va attacher une importance particulière à ce que cette compétence-là émerge de la part du nouveau manager. Donc on va s'en assurer. Après, pour aller un petit peu, pour essayer de répondre à votre question sur comment est-ce qu'on fait pour manager une équipe avec des équipes de plus en plus à distance, qui vont devenir un petit peu hybrides, certaines qui vont être présentes sur site, d'autres qui vont être en espace de coworking, d'autres chez elles, et d'autres d'ailleurs dans tous les pays d'Europe, ce qui est de plus en plus le cas. Je dirais qu'auparavant, alors je ne sais pas jusqu'à quand est-ce qu'il faut remonter, mais auparavant, on avait quand même des managers qui étaient dans le même espace de travail que les collaborateurs, et on voyait bien que nos collaborateurs étaient en train de travailler sur un sujet dont on se doutait de l'objet, et donc on les laissait travailler et on s'assurait à la fin que le rendu correspondait à ce qui était attendu. Aujourd'hui, il y a une certaine transformation à ce niveau-là, parce que j'ai le sentiment, et on s'y attache, à ce que toutes les conditions de réussite soient opérées avant que le projet démarre, en fait. Et on pose la question à nos collaborateurs, est-ce que les conditions sont réunies? Est-ce que tu as les éléments nécessaires pour travailler? Est-ce qu'il y a des zones de risque ou d'incertitude aujourd'hui? On les lève et on fait en sorte que tout ce qui est possible d'être fait en amont du projet pour être sûr que le travail soit bien réalisé et qui ne va pas empêcher à ce qu'il y ait un suivi par la suite. Mais plutôt que de contrôler à la fin, on s'assure de la réussite au début. Voilà, c'est un moyen d'éviter le flicage dont vous parliez. Anaïs, Antoine parlait de la culture d'entreprise. Comment est-ce qu'on fait pour finalement alimenter cette culture quand on a des équipes à distance? Parce qu'effectivement, on a tous connu la grande période des séminaires, des team building et autres workshops. Aujourd'hui, c'est un chouïa plus compliqué, parce que tout le monde n'est pas là en même temps. Comment est-ce qu'on alimente cette culture-là? Déjà, ça dépend si on avait déjà une culture d'entreprise avant le Covid ou pas. Si on prend le cas des entreprises qui en avaient déjà une avant, c'est comment on la fait perdurer, du coup, cette culture-là. Peut-être se pose la question de la définir. Parfois, la culture, le problème, c'est que c'est impalpable. Ouais, c'est intangible. C'est ça, c'est quoi notre culture? De la faire co-écrire par les collaborateurs. Je sais que chez nous, chez So Many Ways et chez nos clients, on encourage toujours à écrire le projet d'entreprise parce que ça formalise ça, la culture. Et ensuite, demander aux collaborateurs comment ils ont envie de la faire vivre. C'est eux les mieux placés pour réinventer finalement la manière de vibrer tout ça ensemble. Ça peut rejoindre les questions type raison d'être, entreprise à mission. C'est une première étape, en fait. C'est la déclinaison de ça, plutôt, j'ai envie de vous dire. La raison d'être, c'est le premier chapeau, qui on est et pourquoi on existe. Dans le projet d'entreprise, vous allez trouver tout un tas d'autres choses. Comment on collabore ensemble, où est-ce qu'on se retrouve, pourquoi on a décidé ça, c'est quoi notre règle du jeu côté télétravail, etc., etc. Et c'est vrai que de l'écrire et plutôt de le co-écrire avec les collaborateurs, c'est comme ça qu'on invente demain. Et avec un mode de travail hybride, Julien, est-ce qu'on ne risque pas d'avoir une espèce de culture d'entreprise à deux vitesses entre ceux qui sont obligés d'être sur site tous les jours et ceux qui peuvent télétravailler 2, 3 ou 5 jours par semaine? C'est un vrai challenge. Et c'est un vrai challenge qui, selon nous, encore une fois, se résout à travers cette thématique de la confiance. Parce que finalement, que vous accordez, à partir du moment où vous construisez une culture de confiance,
que vous l'entretenez, parce qu'effectivement, ça ne se décrète pas, ça se mesure et ça se construit. Et bien, une fois que vous avez réussi à le faire, alors là, vous pouvez le faire à la fois pour des collaborateurs qui sont juste à côté de vous ou des collaborateurs à distance. Peut-être en complément, si vous me permettez, on a un enjeu aujourd'hui à réussir à trouver comment mettre de l'équité malgré tout ça, parce que dans les entreprises, on a ceux qui peuvent faire du télétravail, qui ont leur culture, qui ont leur manière d'être managés, et puis ceux qui ne peuvent pas. Et je trouve des initiatives assez intéressantes d'entreprises qui commencent à se poser la question de « Ok, puisque je donne plus de télétravail à certains, qu'est-ce que je peux donner aux autres ?» Et parfois, c'est une question de RTT, d'autres manières d'organiser le temps de travail. Et ça va être, je crois, un de nos défis des 10 ans à venir. Vous êtes justement confronté à la situation chez Manutan, parce que vous avez des entrepôts et puis vous avez toute une partie de fonction support, on va dire. Comment est-ce que vous arbitrez cette question et comment est-ce que vous y travaillez finalement ? En fait, on y a travaillé, pour reprendre un petit peu ce que disait Anaïs, effectivement, donc, Manutan, on est distributeur de matériel aux entreprises, aux collectivités, aux artisans, et on a depuis longtemps défini notre mission comme étant entreprendre pour un monde meilleur. On dit que nous défendons le bien travailler. Le bien travailler, en quelques mots, c'est l'épanouissement de l'ensemble de notre écosystème, nos fournisseurs, nos clients, nos collaborateurs et la planète au milieu de tout ça. Et dans l'épanouissement de nos collaborateurs, on veut les aider à se développer, on veut qu'ils soient évidemment dans des univers de sécurité, dans toutes les conditions de travail, qui soient à même à faire en sorte qu'ils s'épanouissent. Alors, pour des collaborateurs dont les missions sont éligibles au télétravail, effectivement, il y a des organisations qui sont différentes et je vous remercie effectivement d'en parler parce que nous avons une grande partie de nos collaborateurs qui travaillent chez nous dans les entrepôts. Nous sommes un retailer, donc un distributeur de matériel. On stocke du matériel et on les livre à nos clients. Et pour répondre aux clients, qui est une de nos valeurs, le client est quand même au milieu de beaucoup de nos préoccupations, on fait en sorte de s'organiser pour que les clients soient le mieux servis en temps, en heure, le traitement des réclamations, le traitement des commandes, de la facturation. Donc, pour aller chercher cette équité qui est également fondatrice et très forte dans nos valeurs, on va évidemment aussi s'attacher à ce que ces collaborateurs soient dans les meilleures conditions. Donc, on va travailler beaucoup les espaces de travail, on va travailler des espaces de convivialité, on va organiser le temps de travail pour faire en sorte que ces collaborateurs soient aussi dans les meilleures conditions pour pouvoir répondre aux attentes des clients. Comment est-ce qu'on fidélise ensuite les talents dans l'entreprise ? Parce que finalement, ils peuvent perdre un peu ce lien, même si je veux bien croire que la culture prime sur tout et qu'elle est très forte. Je pense que quand même, il y a un vrai risque, et il y a pas mal de DRH qui le disent, de perdre certains collaborateurs en route. On parle maintenant de salariés zombies qui perdent un peu le sens de leur travail et qui finalement se perdent un peu en chemin. Comment est-ce qu'on fidélise, Anaïs, les talents pour ne pas les perdre dans cette nouvelle organisation ? Parce que finalement, ce pourquoi ils ont signé au départ, aujourd'hui, a complètement changé. Alors déjà, c'est quelque chose que je dis beaucoup, c'est qu'il ne faut plus chercher à fidéliser les talents. Je pense que ce n'est pas le sujet, ce n'est pas l'angle. Il faut chercher à les engager. Il faut chercher qu'au moment où des personnes travaillent chez vous, elles donnent le meilleur d'elles-mêmes. Et de fait, la fidélisation, c'est une conséquence. C'est la magie derrière tout ça. Une fois qu'on s'est dit ça, comment on les engage, du coup, pour qu'ils aient envie de rester chez nous ? Je pense que ça passe par tout un tas de choses. C'est jamais si simple. Le management, je suis d'accord, on y revient, c'est un des leviers clés. La conversation continue avec les collaborateurs, comme que ce soit sur la culture d'entreprise ou autre. Et peut-être un autre sujet, c'est l'accompagnement individualisé des trajectoires professionnelles. C'est de se poser très régulièrement en disant... Qu'est-ce qui fait sens pour toi aujourd'hui dans ton travail ? Qu'est-ce qui ne fait plus sens pour toi ? Pas le sens collectif, pas le sens de l'entreprise, le sens que toi tu y trouves. Et comment on peut ou pas réaligner ça ? Et là, déjà, il se passe des choses assez surprenantes. Oui, et en même temps, l'entreprise, c'est un collectif. Alors, si on donne trop de place à l'individuel, Julien, est-ce qu'on ne perd pas le sens social de l'entreprise ? Moi, je ne crois absolument pas. Je pense qu'effectivement, il y a un vrai paradoxe à résoudre pour les entreprises entre l'hyper-flexibilisation, individualisation des parcours, flexibilisation du temps de travail, des lieux de travail, d'un côté, et puis de l'autre côté, une attente de sens. Nous, ce qu'on voit chez les collaborateurs, au travers des études qu'on mène chez Great Place to Work, c'est vraiment 4 hyper grosses tendances. Une, organisation du travail qu'on appelle smart working, globalement. Comment est-ce que je travaille ? Où est-ce que je travaille ? Comment je m'organise ? Une, on a parlé sur la dimension leadership. Je veux un leadership, je ne veux pas un micromanager qui va m'expliquer ce que je dois faire pour lundi à 17h42. Troisièmement, un élément que vous avez rapidement évoqué, mais qui est un élément d'inclusion, c'est-à-dire je ne veux que l'entreprise intègre tous et toutes, les hommes, les femmes, quelle que soit l'orientation sexuelle. C'est des thématiques qui sont essentielles aujourd'hui, et donc c'est source de fierté derrière pour les collaborateurs et les collaboratrices. Et dernier point, le sens.
Et le sens, et je rebondis sur ce que vous disiez qui est hyper important, le sens, c'est pas que le grand sens de « je sauve la planète ». C'est le sens de mon action au quotidien au sein du bateau dans lequel je suis. Et encore une fois, le manager là-dedans est un acteur clé pour faire éclore ce sens. Donc c'est pour nous les 4 grands objectifs pour résoudre et concilier flexibilisation et sens commun. Antoine, vous vous sentez challengé par vos collaborateurs sur ces sujets ? Oui, je pense qu'il y a vraiment une attente forte. Alors, je rejoins Julien. Donc, on a face à nous, et c'est pas qu'une question de génération, c'est, je pense, tout un chacun, besoin d'avoir un sens, ce qui fait qu'on se lève le matin pour aller travailler. Donc, nous, on travaille beaucoup à ce qu'au niveau collectif, mais aussi au niveau individuel, chacun comprenne le sens qu'est une entreprise. Beaucoup de communication, ça vient évidemment de nos dirigeants, mais ça passe par l'ensemble de la chaîne managériale. Pour reprendre ce que disait effectivement tout à l'heure Anaïs, on doit donner un sens à ce qu'on fait. C'est le seul moyen de conserver effectivement un engagement sur une mission, comprendre, la co-construire. Je pense que c'est important aussi de noter qu'on a besoin de nos collaborateurs pour donner du concret et du sens à la mission du quotidien, portée par des managers, portée par des équipes, et faire encore en sorte que l'ensemble de nos équipes comprennent le but. Alors, il y a évidemment un sens qui est de servir au mieux notre client, mais il y a un sens qui est au-delà de ça. Il y a 15 jours, j'ai rencontré des étudiants d'une grande école de commerce qui avaient cette envie de choisir les entreprises qui étaient les leurs ou leurs futures entreprises sur l'impact de ces mêmes sociétés sur leur environnement, réchauffement climatique, la biodiversité ou la lutte contre les inégalités. Donc il y a besoin de montrer aujourd'hui, outre des grands aspects de sens, des exemples qui sont donnés. Par exemple, nous avons racheté une société qui s'appelle ZAC et qui travaille sur l'économie circulaire pour récupérer du matériel informatique usagé et le remettre dans un cycle de seconde vie. C'est un exemple qu'on donne à nos collaborateurs en interne, bien évidemment qui est exprimé aussi en externe, pour expliquer concrètement par rapport au sens de la mission qu'est la nôtre, qu'est-ce que l'on fait au quotidien et quel est le travail qui va être le tien de manière individuelle, pour répondre à une question plus individuelle. Et c'est pour nous le moyen de conserver les équipes engagées, mais dans un collectif, bien sûr. Ça veut dire que demain, Anaïs, les entreprises, en fait, c'est elles qu'on va questionner, c'est plus les candidats. Si je pousse le truc jusqu'au bout. C'est déjà le cas. C'est déjà le cas. Moi, je fais le tour de France des chefs d'entreprise en ce moment. Tout le monde se pose la question de comment attirer. Donc, le rapport de force, il s'équilibre. Et c'est tant mieux. Je pense que c'est comme ça que ça permet à tout le monde de progresser et d'aller chercher l'étape d'après. Est-ce qu'il faut que les entreprises s'engagent encore plus en matière d'actes de compensation dans cette nouvelle organisation ? Est-ce que moi, j'entends beaucoup de débats sur la semaine de 4 jours, par exemple. Est-ce que c'est des choses que vous, par exemple, Anaïs, vous ressentez ? Ouais. Alors, je vais vous donner, peut-être, ce sera ma conclusion pour ma parole, mais je pense qu'on a plusieurs manières de trouver du sens individuel. Je pense que c'est un « et » plutôt qu'un « ou », donc le sens collectif de l'entreprise dont on a parlé, et le sens que chacun y met. Dans ce qui permet de trouver du sens individuel, nous, on a identifié 5 modes de rapport au travail, avec chacune la manière de trouver du sens. Il y en a un, c'est l'impact sociétal, celui dont on a parlé, c'est pas le seul. Il y en a un autre qui serait le mode équilibre, qui, lui, va se trouver très intéressé par la semaine de 4 jours. Équilibre vie privée, vie... Pas trop, voilà, une place limitée au travail, en tout cas. D'accord. Et si vous voulez, toute politique d'entreprise qui, aujourd'hui, consisterait à répondre à un seul de ces modes de sens, je pense qu'elle ne marchera pas sur des gros volumes. Et donc, la semaine de 4 jours généralisée, j'y crois pas tout à fait non plus pour engager globalement les troupes. Voilà. Julien ? Je crois que le sujet de flexibilisation est hyper clair derrière les propositions que vous faites. C'est-à-dire que l'entreprise ne peut se contenter d'avoir une réponse unique, un one-way, comme on a eu historiquement. Elle est complexe, et les attentes des collaborateurs sont complexes à un instant T, mais elles changent. Aujourd'hui, on voit émerger côté RH, par exemple, une tendance très forte du suivi et de la compréhension des attentes des collaborateurs aidants. Qu'est-ce que c'est qu'un collaborateur aidant ? C'est un collaborateur qui, à un moment dans sa vie, a besoin de temps, donc d'équilibre, pour reprendre ce que vous disiez. Ça ne veut pas dire qu'il arrête sa carrière, ça veut pas... Non, ça veut dire qu'à un moment, l'entreprise doit prendre le temps d'écouter individuellement les collaborateurs, d'y répondre dans un cadre collectif d'équité. On en parlait tout à l'heure, et Antoine avait raison de mentionner ce point-là, parce que c'est essentiel. Et derrière, de flexibiliser les parcours. C'est vraiment, pour moi, l'hyper-flexibilisation, c'est vraiment ce qui va être la complexité du métier RH et du métier du manager, et en même temps, sa richesse.
Mais est-ce que c'est pas plus facile à mettre en œuvre dans des petites structures que dans des structures de taille plus grosse? Je sais pas, Anaïs, ce que vous en pensez, mais... Si, complètement. Nous qui travaillons là-dessus, on dit toujours il y a 2 leviers, ils ne peuvent pas aller à la même vitesse. Le premier, c'est comment on donne les clés aux managers pour faire ça à leur échelle. Parce que vous voyez, quand on parle d'équilibre vie pro, vie perso, sous l'exemple de l'aidant, le manager de proximité, il sait ce qui se passe pour la personne normalement, s'il fait bien son métier, j'ai envie de dire. Et là, il peut agir à son niveau. Et ça, pour les 5 modes de rapport au travail, de sens au travail que nous, on a identifiés, le manager a un levier. Mais après, il y a une réflexion de long cours au niveau de l'entreprise. Et là, évidemment, nous, on est 20, c'est beaucoup plus facile que pour certains de nos clients qui sont 100 000. Mais il faut amorcer la réflexion maintenant, parce que c'est le futur. Vous n'êtes pas 100 000 chez Manutan, mais vous êtes déjà de plus gros effectifs que chez Anaïs. Comment est-ce que vous, en tant que dirigeant, vous appréhendez ces questions de devenir à la fois hyper personnel, hyper flexible, tout en gardant une organisation parce que à la fin, il faut toujours délivrer, et en gardant un sens collectif? Non, alors, je reviens sur le sens et la culture de l'entreprise. Je reviens sur l'importance de régulièrement communiquer, expliquer pour que chacun s'approprie dans un cadre collectif. Et on sait aussi que la symétrie des attentions passe par la prise en compte de la singularité de chacun. Et il faut bien se dire qu'on doit aussi aborder des sujets parfois plus personnels parce qu'il y a des ambitions et des aspirations personnelles qui parfois ne sont pas totalement alignées avec celles du collectif, et c'est normal. Donc on prend en considération ces éléments-là, d'où le rôle, la boucle va commencer à être bouclée, fondamental, le rôle fondamental du manager qui doit être en capacité à gérer une équipe pour obtenir un délivrable, une performance, un service qui est très souvent centré sur les attentes de nos clients, tout en faisant en sorte que son équipe contribue, soit galvanisée par le sens, par la mission qui est la sienne. Et c'est important, je reviens dessus, avec en plus la prise en considération de la co-construction. Ce qu'on attend de nos collaborateurs épanouis, c'est qu'ils accompagnent l'entreprise dans son propre épanouissement. Donc ça vient de nos travailleurs qui font partie de l'entreprise, qui co-construisent l'histoire de l'entreprise pour être sûr qu'effectivement, demain sera un monde meilleur. Si on devait conclure, Julien Brezin, quel serait le risque pour les entreprises qui n'adopteraient pas toutes les bonnes pratiques dont on vient de parler? Moi, je ne sais pas s'il y a un risque. En tous les cas, je recommande aux entreprises de s'en préoccuper dès maintenant et d'anticiper. Et le deuxième mot que j'utiliserais, c'est d'être authentique. Elles ne sont pas magiciennes. Il n'y a pas de boîte parfaite. C'est juste d'essayer d'être authentique et de se regarder en honnêteté et de dire, voilà, moi, nous, dans telle entreprise, on fait ça de bien. Là, ce n'est pas notre point de force. À partir du moment où le contrat est clair avec les collaborateurs et les collaboratrices, je pense que derrière, il n'y a pas de mismatch, excusez-moi pour l'anglicisme, hein, mais il y a véritablement un contrat de confiance qui revient. Anaïs? C'est une co-responsabilité aussi, j'ai envie de dire, parce qu'on a beaucoup parlé du rôle de l'entreprise, du rôle du manager, et il y a aussi le rôle du collaborateur dans la construction de son propre sens et de l'expérience de travail qui lui correspond. Donc voilà, chacun son petit pas. Merci beaucoup à tous les trois. Julien Brezin, directeur général de Great Place to Work France et vice-président d'Entreprise et Progrès. Anaïs Georgelin, fondatrice et CEO de So Many Ways. Et Antoine Compin, directeur général de Manutan France. Merci d'avoir été avec moi. On se retrouve bien sûr le mois prochain pour un nouveau numéro de Smart at Work. Smart at Work vous a été présenté en partenariat avec Manutan.